Bon, ben, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Voilà, je me présente. Je m'appelle Franck. Je suis le CEO fondateur et codeur principal pour le logiciel Timi. Alors, le logiciel Timi, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui permet d'extraire facilement de la valeur et de la connaissance hors de ces données. Donc c'est un logiciel qui a été créé pour que vraiment tout un chacun puisse faire des études de données, et c'est pas réservé à une élite de data scientists. Alors en même temps, il s'adresse à ce qu'on appelle maintenant les citizen data scientists, aussi bien que les purs codeurs qui veulent mettre ses mains dans le cambouis et faire du code et du Python, des trucs comme ça, il n'y a pas de souci. Donc notre mission, c'est d'aller là où aucun data scientist n'a été et de permettre à tout un chacun d'extraire de la valeur. Voilà. Alors, l'événement du jour, c'est en fait, on vient juste rentrer dans le cadran magique fait par cette société qui s'appelle G2, qui collecte des reviews de data scientists à travers le monde entier. Donc vous voyez que dans ce cadran, on est quand même en bonne compagnie. Je sais pas si vous reconnaissez un ou deux logos. Il y a Anaconda ici, IBM là-bas, IBM en haut, SAS là-bas. Et tout à fait à droite, en termes d'indice de satisfaction, dans le top 3, on retrouve Timi, encore deux autres. Alors vous remarquerez que notre position sur l'axe vertical en hauteur n'est pas particulièrement élevée. Donc en fait sur l'axe vertical c'est le nombre de clients. Alors oui, on n'a pas énormément de clients. En même temps on est une société européenne, on n'a pas des crédits américains et le marché américain pour l'instant n'est pas une priorité. Donc voilà, des utilisateurs très contents et une des meilleures solutions de machine learning et de data science. Oh super, merci beaucoup. Alors, en fait, toute cette aventure a commencé en 2007 quand j'ai commencé moi tout seul dans mon coin à écrire la solution. Alors maintenant, je vous rassure, hein, on est une multinationale, on a des bureaux un peu partout et des partenaires un peu partout sur la planète. Et en fait, l'aventure a commencé en 2007 et sur ce simple constat de la loi de Moore. Alors, vous connaissez peut-être la loi de Moore, peut-être levez les mains, ceux qui connaissent la loi de Moore, peut-être, oui, non, un petit peu de personnes qui connaissent. En fait, la loi de Moore, elle est assez simple, et elle est expliquée juste ici. En très résumé, elle dit que tous les 2 ans, la puissance des processeurs double. Donc ça sert à rien d'écrire du code qui va vite, ça sert à rien de bien programmer. Parce que d'ici 2 ans, de toute façon, la machine va être 2 fois plus rapide. Alors à quoi bon se fatiguer? Et il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que cette loi a été valide pendant une très longue période de temps, hein, de 1985 jusqu'à 2005, ça fait presque 20 ans. Enfin, ça fait 20 ans. Ce qui est, dans le domaine de l'informatique, 20 ans, c'est incroyable qu'une loi tienne aussi longtemps. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2005? C'est que cette croissance, donc qui est représentée ici, la vitesse des ordinateurs est représentée ici sur l'axe vertical. Et vous voyez, chaque petit point, c'est un processeur, soit Intel, soit AMD. Et la puissance augmente, jusqu'à ce qu'on arrive en 2005, et là, tout d'un coup, plateau, plus rien. Et effectivement, si vous êtes un vieux crouton comme moi, vous allez peut-être vous rappeler qu'il y a eu quelque chose d'assez décevant en 2005, c'est que tout d'un coup ça a bougé plus, ça accélérait pas plus, c'était juste pourquoi mon PC il est pas plus rapide? Et en fait, si la vitesse des ordinateurs avait continué à croître à la même vitesse qu'avant, donc si on avait continué à avoir des ordinateurs qui allaient de plus en plus vite, en 2020, on aurait des PC qui sont 1000 fois plus rapides que ce qu'on a pour l'instant. Alors moi, je suis actuellement assez déçu de mon PC, mais bon, c'est comme ça, on a atteint une certaine limite en termes de finesse de gravure, etc. Alors, maintenant, ayant toujours l'ambition de repousser les limites de ce qu'on peut faire avec une machine,
Comment est-ce qu'on va faire pour arriver à traiter toute cette volumétrie de données qu'on retrouve maintenant dans des solutions big data ou même quand on fait de l'intelligence artificielle sur des volumes plus raisonnables? Parce que il faut bien se dire qu'à l'heure actuelle, il y a une vraie hype autour des données. Tout le monde est d'accord pour dire que les données, c'est le nouvel or, pas noir, mais le nouvel l'or bleu, si on peut dire. Et donc, tout le monde veut exploiter ces données et le volume des données croît de façon exponentielle. Et par contre, la puissance des machines, elle reste stationnaire. Alors, il faut trouver une solution. Alors, il y a en fait deux solutions, celle de droite et celle de gauche. Alors, pour ne rien vous cacher, moi, je suis adepte de la solution de droite. C'est-à-dire, c'est la solution que j'appelle la solution des années 70. C'est-à-dire, on a besoin de puissance de calcul, on a besoin que ça aille plus vite parce que les volumes ont doublé, quadruplé, décuplé. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser du code C, du code en assembleur, on va utiliser des astuces mathématiques, on va utiliser des algorithmes tout à fait spéciaux et nouveaux qui sont conçus pour des volumétries exotiques comme on n'avait pas avant. Enfin, on va faire toute une recherche vraiment importante et mettre beaucoup d'intelligence dans la conception du logiciel. Alors ça, c'est ce que nous faisons. Et puis, il y a l'autre approche, qui est celle qui est défendue par Java et par tout l'écosystème Java. Alors, Java, en fait, il faut se replacer dans le contexte. Java, c'est un langage qui a été créé aux alentours des années 2000. Et aux alentours des années 2000, tout était rose, tout était beau, tout le monde avait l'impression que la puissance des ordinateurs allait continuer à doubler, quadrupler, décupler indéfiniment. Et le gros problème des développeurs logiciels à l'époque, aux alentours des années 2000, c'était la stabilité des logiciels. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un logiciel qui ne bug pas? Et la solution a été le développement de ce nouveau langage de programmation, Java, un nouveau paradigme qui permet de faire des applications beaucoup plus solides, beaucoup plus facilement, au détriment de la vitesse. Mais c'est pas grave la vitesse, parce que quand on se replace dans le contexte des années 2000, la vitesse, on s'en fout, puisqu'il suffit d'attendre 2 ans, et puis hop, 2 ans plus tard, on a une machine qui va 2 fois plus vite. Et donc Java a vraiment été conçu sur base de, on s'en fout de la vitesse. C'est un langage extrêmement bon pour ce qui est de aider les programmeurs à faire un logiciel qui n'a pas de bug. Malheureusement, c'est pas un langage qui est conçu pour la vitesse. Alors qu'est-ce qu'ils ont été faire? Au lieu de prendre des astuces mathématiques et de passer à faire de l'algorithmique très complexe, ils ont choisi une autre route qui est la distribution du calcul. Et je veux dire, chaque approche est bonne. En fait, au final, si vous voulez utiliser Timmy sur des volumétries de l'ordre de plusieurs hexabytes, vous êtes quand même obligé, à l'échelle de l'hexabyte, d'utiliser 3 ou 4 machines Timmy. Bon, là, alors que dans un contexte avec des solutions basées sur du Java, vous serez plutôt dans les 400, 500 machines. Et donc voilà, c'est là où je voulais en arriver. Donc voilà, nous, on fait une solution qui s'appelle Timmy. Alors dans Timmy, il y a plusieurs composantes. Il y a une composante de transformation de données, une composante pour faire des modèles, donc c'est de l'auto-ML, une composante pour faire du clustering, donc c'est des analyses en composantes principales, ACP, des k-means, des algorithmes de Ward, du regroupement hiérarchique, et une composante BI classique telle qu'on se trouve dans Tableau. Chacune de ces composantes, à l'exception de Kibela, a été réalisée dans un souci de performance, c'est-à-dire Anatella est écrit en 100% en C en assembleur, de même que Modeler et de même que Stardust. Ce qui nous permet d'avoir des performances assez incroyables en fait. Et c'est de ça dont j'aimerais vous convaincre aujourd'hui. C'est que voilà, si vous avez envie de faire de l'intelligence artificielle, du machine learning ou tout simplement analyser vos données, eh bien il existe sur le marché une solution qui s'appelle Timmy, qui vous permet en quelques clics de souris d'arriver à un résultat extrêmement rapidement, alors que toute autre solution pour avoir la même puissance de calcul vous obligerait à investir dans des infrastructures avec plusieurs centaines, voire peut-être même des milliers de PC. Donc on va d'abord parler de l'outil de préparation des données. Donc c'est un ETL, c'est très utile pour nettoyer les données, les agréger, les joindre, etc. Et là, je vais parler de Anatella, notre ETL, dans le contexte d'un benchmark universitaire universellement reconnu, donc ça s'appelle le TPCH. Voilà, TPCH. Et donc dans le TPCH, c'est un benchmark
neutre, c'est-à-dire que tout le monde y participe et personne n'est avantagé. Donc il y a Microsoft, Oracle, IBM, SAP, tout le monde a participé à ce benchmark, enfin tous les acteurs sérieux en matière d'analyse et de transformation de données ont participé au benchmark. Et donc ce benchmark est constitué de 22 transformations de données à effectuer et c'est très simple, c'est celui qui va le plus vite qui gagne. Et ici, je me suis amusé à prendre un acteur bien connu, donc un logiciel fait en Java et en Scala. Et donc c'est la courbe rouge. Et ce que j'ai fait, j'ai pris ce logiciel Java Scala et je l'ai fait fonctionner sur une machine, 2 machines, 3 machines. En fait, exactement ce que j'expliquais sur ce slide ici, c'est que j'ai suivi cette route. On va distribuer au maximum le calcul pour essayer de voir ce que ça fait. Et donc, on arrive, en suivant cette route, à la courbe rouge. C'est-à-dire que, au fur et à mesure qu'on rajoute des ordinateurs, là, à la toute fin, on a 1000 CPU, eh bien, vous voyez que le temps de calcul, qui est très haut au début, 184 secondes pour cette première query, tombe aux alentours de 37 secondes. 37 secondes qui correspond à 20% du temps de calcul initial. Et ces 37 secondes, ou ces 20%, c'est la même chose, ça s'appelle, en termes techniques, pour ceux qui font du calcul distribué, ça s'appelle le temps incompressible. Et donc pour les systèmes basés sur Java et Scala, c'est ce qui leur fait extrêmement mal. Parce que ici, en l'occurrence, vous êtes sur un cluster avec 1000 machines, et avec ces 1000 machines, vous vous attendez à avoir réduit le temps de calcul par un facteur aux alentours de 1000. Et en réalité, non. Dans le meilleur des cas, vous avez réduit votre vitesse, vous avez réduit votre temps de calcul par 5. Vous êtes passé de 100% à 20%. Alors ce qui est amusant ici, sur ce slide, c'est de voir ce qui arrive quand on suit l'autre route. Ce qui arrive quand on décide de faire fonctionner un peu ces cellules grises et d'utiliser tout ce qui est possible, inimaginable en termes d'astuces mathématiques et de code. Et ce à quoi on arrive, c'est la ligne bleue ici. Donc la ligne bleue, ça représente les performances de Timmy sur une machine. Donc pour cette query, sur une machine, on la exécute en 27 secondes. Alors, maintenant, le TPCH, c'est 22 queries. 22 queries qui représentent en fait la charge de calcul habituelle que les sociétés ont besoin de faire tourner pour avoir un système analytique du style tableau. Donc c'est des rapports, de la BI et ce genre de choses. Donc des trucs très 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 communs. Alors on va voir ce qui se passe sur les autres queries, les 22 autres queries. Donc ici, on a un petit tableau avec la query 1 tout en haut, la query 22 tout en bas. Oups, pardon. La query 1 tout en haut, la query 22 tout en bas. On reconnaît les 20% qui est le temps incompressible dont je vous parlais à l'instant, qui correspond à 37 secondes. Et on a la même information pour les autres queries. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, et ce que j'ai mis en rouge ici, c'est quand le temps incompressible est au-delà de 50%. Alors ça veut dire quoi un temps incompressible supérieur à 50%? Ça veut dire que vous rajoutez des milliers et des milliers de machines et vous n'arrivez pas à diviser le temps de calcul par 2. Ou tout juste. Donc ce qui est un peu désolant, c'est un peu désolant, c'est-à-dire que vous êtes sur une infrastructure extrêmement lourde qui vous coûte dans le cloud ou ailleurs des centaines de milliers d'euros, aussi bien en hardware qu'en maintenance et en hommes nécessaires à faire la maintenance de ces grosses infrastructures. Et vous êtes en fait avec une vitesse juste doublée par rapport à une base qui n'est pas extrêmement rapide. Alors, maintenant, on va s'intéresser particulièrement à la query 2. La query 2 est sympa. Oups. Donc la query 2, elle est exécutée sur une infrastructure infinie. Donc on parle bien d'une énorme infrastructure, elle est exécutée en 600 secondes, alors qu'avec Anatella, sur une machine, on l'a fait en 6 secondes. Donc il y a un facteur 100 ici entre les deux. Alors, je dis pas qu'à chaque fois, Anatella va 100 fois plus vite qu'une infinité de machines sur Spark, mais en général, on est aux alentours de 20 en fait, aux alentours entre 15 et 20 fois plus rapide sur une machine. Et donc ça, c'est ce qui arrive quand on décide de choisir cette voie, de programmer en C, en assembleur et d'utiliser beaucoup de matière grise.
Alors, un autre petit exemple, c'est ce qui se passe quand on compare un portable, un petit portable comme j'ai sur le bureau, avec un Atella d'un côté par rapport à une infrastructure de nouveau distribuée. Alors, c'est pas du distribué basé sur du Java ce coup-ci, c'est du distribué basé sur quand même un code un peu différent, c'est du Oracle Exadata. Je ne sais pas exactement la technologie qu'il y a derrière, mais je ne pense pas que ce soit du Java. Bon, c'est possible, mais je ne suis pas un expert. Et de toute façon, le résultat, c'est le même, parce que sur cette problématique Big Data, donc il s'agit en fait de toutes les clics de la télécommande. Donc on enregistre, chaque fois que vous cliquez sur votre télécommande de la télévision, ça fait un clic, et ça arrive dans une base de données, et on analyse tous ces clics, donc c'est des milliards de clics qui arrivent dans cette table. Eh bien, quand on analyse cette table, avec le petit PC qu'il y a là, on a des performances 3 fois supérieures à un Oracle Exadata. Voilà. Alors tout ça c'est bien, ça permet de manipuler les données et tout, mais ce n'est qu'une partie du problème, c'est-à-dire que quand on manipule les données, après, à la fin, il faut faire des modèles avec, les visualiser, les segmenter, etc. Donc maintenant, on va parler de ce qui est le plus dur, c'est faire des modèles prédictifs. Enfin, c'est plus dur. Ça dépend à quel outil on a. Alors pour mettre un peu les choses à plat, je vais vous poser 2 ou 3 questions pour mettre les attentes au bon niveau. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez voyagé dans beaucoup de sociétés, vous avez certaines attentes au niveau des bases de données analytiques. C'est-à-dire que, avant de faire un modèle prédictif, il faut faire ce qu'on appelle une vue client. Avoir une grande table avec chaque ligne, c'est un client et le plus d'informations possible. Alors moi, typiquement, quand je développe un système analytique chez un télécom, la table avec la vue client, elle a dans les 3000 variables d'informations, elle est rafraîchie tous les jours. Mais bon, ça c'est quand on a un outil tel que le nôtre. Alors maintenant, on va faire un petit vote à main levée avec 2 ou 3 questions. Donc qui sont ceux qui ont une vue analytique, tout simplement, sur leurs données? Donc c'est un petit dataset qui vous sert à créer des modèles ou à faire des rapports. Tout le monde a ça? Oui, c'est à peu près tout le monde, hein. Ok, alors maintenant, cette vue analytique, avec des outils tout à fait classiques, je ne vais pas citer des noms, mais dès le moment où on a une vue analytique et qu'on utilise un outil open source ou autre, on a aux alentours de 300 variables. Je suppose que ceux d'entre vous qui ont des vues analytiques, ils ont environ 300 variables. Oui, non? Levez un peu la main, ouais. Hein. Ouais, 300 variables. 1000 variables peut-être? 2000 variables? 3000 variables. Alors, notre dernier projet en B2B chez BNP, c'était 23 000 variables, pour vous donner une idée. Et la question suivante, c'est, ok, vous avez réussi à générer ces 1000 ou 2000 variables, et vous allez rafraîchir votre vue analytique. Combien de fois? Une fois par mois? Ça, c'est typique dans les banques ou dans les télécoms en Europe. Alors malheureusement, ça marche pas en Afrique parce que en Afrique, les clients sont tellement volatiles que si vous basez vos modèles prédictifs sur une image de vos clients prise il y a de ça 1 mois, en fait, le gars, il est déjà parti depuis tellement longtemps qu'il n'y a plus moyen de le rattraper, il a jeté sa carte SIM, plus moyen de le contacter. Donc dans un contexte d'un marché extrêmement volatile et bougeant, en réalité, en Afrique, et c'est partout en Afrique où notre solution est déployée, on est obligé de remettre notre vue analytique à jour 1 fois par jour, en fait. Donc ça, c'est un peu pour vous donner une idée de ce à quoi on peut s'attendre quand on utilise notre solution. C'est-à-dire qu'on ne va pas être limité à 300 variables, on ne va pas être limité à une vue qui est rafraîchie 1 fois par mois. On peut faire 30, 40 000 variables. Alors je ne dis pas que vous en aurez 30 ou 40 000, hein, ça dépend un peu de vos sources de données. Mais l'idée, c'est de ne vous imposer aucune limitation. En fait, le credo de notre société, notre motif, c'est, on l'appelle la créativité à travers l'efficacité. Donc voilà, on veut juste vous permettre d'avoir sous la main un outil tellement efficace que ça vous permet d'être créatif et de faire absolument ce que vous avez envie, sans de devoir dépendre d'un cluster de 2000 machines qui tombent en panne tous les 2 jours. Parce qu'en réalité, quand on est sur 2000 machines, ça tombe en panne régulièrement. Et même sur une trentaine de machines, c'est... Voilà. Alors maintenant, vous avez votre vue client qui est mise à jour, on va dire 1 fois par mois. Et donc, grâce à cette vue client mise à jour, vous allez pouvoir faire des nouveaux modèles ou remettre à jour vos modèles. Alors,
Maintenant, si vous êtes comme moi et que vous avez une vue client qui se met à jour une fois tous les jours, en fait, eh ben, rien ne vous empêche de créer des nouveaux modèles tous les jours pour réellement coller aux tendances du marché. Et ça, c'est ce qu'on peut faire avec un outil qui crée des modèles de façon 100% automatisée. En fait, on n'a pas inventé le mot AutoML, mais on a inventé l'outil en 2007 qui permet de faire ça. C'était notre premier outil et notre première raison d'exister. En 2007, nous avons inventé le premier AutoML de la planète. Bon, maintenant, il y a plein d'Américains qui font ça et qui essayent de nous copier. Là où un Américain prendra 200 à 300 machines dans un gros cluster pour arriver à avoir un modèle prédictif à peu près fiable, eh bien, de nouveau, on va arriver avec une machine et vous permettre de créer des modèles à très grande vitesse. Alors, on va le faire. Voilà. Donc, ici, j'ai un petit script. Et je vais vous expliquer en l'occurrence ce que fait le script. Donc, vous voyez, c'est l'outil Anatella. Et c'est avec cet outil, on va résoudre une problématique à somme toute assez commune. On va faire des modèles prédictifs dans un objectif de cross-selling. Donc ça, je vais lancer le script, je vais le laisser travailler un peu sur le côté pendant que je vais faire tourner les slides. Je vais vous expliquer un peu plus ce dont il est question dans le script. Ce qui est intéressant, en fait, de voir, c'est les données que le script sont en train d'analyser. Donc les données, c'est quoi, ici? Il s'agit de données d'un supermarché en Belgique, un supermarché très connu avec 251 points de vente, 251 supermarchés, environ 1 million de clients, et on a dans notre base de données 23 mois de données, c'est-à-dire 1,3 milliard de transactions. Alors, c'est pas des millions ici, hein, c'est des milliards en français. Ouais, je sais que c'est un peu bizarre parce que c'est écrit en anglais, mais il s'agit bien de milliards. Alors, des outils qui vous permettent de manipuler une volumétrie de l'ordre du milliard à l'aide d'un petit PC portable qui a 4 ans, presque 5 ans d'âge, en fait, c'est un tout vieux bazar, il n'y en a déjà pas beaucoup. Et je vais vous montrer plus exactement où sont les données. Voilà, donc ça, c'est la table de données. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là, voilà. Donc ça, c'est la table de données qu'on va analyser, on va s'amuser avec. Donc il y a la première colonne ici, c'est l'identifiant du client, l'identifiant du magasin, l'identifiant du produit, la date d'achat, le prix d'achat, l'impact sur le stock, etc., etc. Et alors ici, on a une colonne qui dit est-ce que l'achat a été fait sur un site web ou pas. Eh bien, ce que je vais juste faire, je vais prendre cette table, voilà. Et je vais l'envoyer dans cette petite boîte qui fait un agrégat. Et dans cet agrégat, je vais lui demander de faire la somme de cette colonne qui contient les... Alors, bon, ça, il y a des trucs qui apparaissent parce que si vous vous rappelez, j'avais lancé des petits calculs avant. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais là où je vais en venir, c'est le petit calcul qu'on va faire là. On va juste lui demander le comptage, combien il y a de lignes dans la base de données et combien parmi ces lignes sont des achats sur Internet. Donc là, il va calculer, ça va prendre quelques secondes. Et vous allez voir que je ne suis pas en train d'affabuler. On est vraiment en train de manipuler sur un portable d'il y a 4 ou 5 ans. Alors je peux vous montrer les caractéristiques du portable, tout se fait en local. Donc c'est un Core i7 de 6e génération, donc c'est un vieux CPU puisqu'on est maintenant à la 10e génération. Donc il a au minimum 4 ans, si pas 5. C'est un vieux machin. Donc si vous utilisez Anatella et Timmy sur vos PC de bureau, celui que vous avez sur votre bureau à la maison où on travaille, c'est un peu le genre d'expérience que vous aurez, donc manipuler des très très grosses volumétries de l'ordre de milliards en l'échelle de la minute, parce qu'en fait c'est ça dont il est question, c'est que ici je suis en train de scanner toute la DB et pour créer ces deux agrégats, le comptage et la somme. Et vous allez voir qu'on est de l'ordre de la minute. Mais en fait, c'est un peu lent parce que derrière, il est en train de faire des modèles. Hein. Il faut savoir que le processeur est très occupé à faire des modèles. Donc voilà, ok. Donc, on va faire des modèles pour une problématique bien précise. Hein, il a presque fini. Je vais quand même le laisser finir le comptage. Comme ça, vous verrez un peu le temps de calcul. Pom, pom, pom. Voilà, on est à 91 secondes de temps de calcul. Ici, 91 secondes de temps de calcul sur un PC de l'ordre de PC il y a 4 ans.
Et on analyse ici 1,3 milliard de lignes. Donc on est bien à l'échelle du milliard, même beaucoup plus que le milliard, c'est 1,3. Et avec un temps de calcul à l'échelle de la seconde, 90 secondes, 60 secondes. Ok, et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc difficile, parce qu'autant faire un truc difficile. Quand on veut faire un système de cross-selling, la plupart des data scientists débutants, ils font ce qu'on appelle du collaborative filtering. C'est le système qui est fait par Netflix, en fait. Et Netflix, il vous suggère un film, il vous suggère un Walt Disney, et puis après, il va vous suggérer un deuxième de Walt Disney, un troisième, un quatrième, etc. Parce que, de toute évidence, vous avez bien aimé le premier, vous l'avez regardé, alors pourquoi pas vous enfiler tous les autres? Le truc, c'est que dans un contexte de cross-selling dans un magasin, on va vous vendre une tablette, et puis si on utilise bêtement l'algorithme de Netflix, après que vous ayez acheté votre tablette iPad, vous revenez sur le magasin, vous voyez les nouvelles recommandations et on vous enfile les autres tablettes. Forcément, c'est le même algorithme que Netflix. Et Netflix, quand il voit que vous aimez bien un film, il va vous mettre tous les films qui ressemblent. Alors, ça marche très bien pour Netflix, ça marche moins bien dans un contexte de cross-selling. Alors, ce qu'on va faire, nous, on va faire un algorithme beaucoup plus intelligent, mais qui est en même temps beaucoup plus lourd en termes de calcul. Donc, c'est vraiment du gros lourd, c'est de la modélisation prédictive sur des milliards de lignes. Et en fait, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des modèles prédictifs intelligents. C'est-à-dire qu'il voit que vous avez acheté une tablette, votre iPad, il va se dire, avec l'iPad, ce qui va bien avec, c'est une carte mémoire ou un cover. Donc ça, l'algorithme prédictif qu'on utilise, nous, il va faire ça. Et non seulement il va vous donner des probabilités d'achat, mais en plus, grâce à ces probabilités, donc ici pour la carte mémoire, vous avez une probabilité de 60%, grâce à ces probas, vous allez pouvoir dériver l'espérance de gain. L'espérance de gain, c'est juste la probabilité d'achat multipliée par la marge. Et donc, au lieu de bêtement donner des recommandations basées sur les espérances d'achat, on va donner des recommandations optimisées pour maximiser vos gains. On va aussi tenir compte du fait qu'on est sur des données humaines, donc les humains, ça change d'avis comme de chemise. Un jour, ils ont envie d'acheter, l'autre jour, ils ont envie d'acheter autre chose. Et donc, il nous faut un système qui est robuste face à une condition non stationnaire. Et les humains, ils changent tout le temps d'avis. Et ensuite, il nous faut un système qui assigne des produits, qui met des produits dans les recommandations. Mais il ne faut pas que tout le monde ait du Coca-Cola, parce que même si dans un supermarché, c'est intéressant de vendre du Coca-Cola, si tout le monde reçoit la même prédiction et vous allez acheter du Coca-Cola, il n'y a plus de personnalisation et tout ce système analytique tombe à l'eau. Et en plus, vous risquez de tomber à court de Coca-Cola. Donc vous allez ici imposer des contraintes sur la quantité de produits qui est assignée aux gens. Voilà, donc ça c'est, en fait, ce solver d'assignement, il est disponible dans notre outil forcément, mais il est disponible nulle part ailleurs. C'est une fonctionnalité unique à notre produit. Et donc voilà, on arrive dans une situation où on a en fait un modèle prédictif, en l'occurrence ici, l'objectif était de créer 40 modèles prédictifs, un modèle prédictif par produit qui va être poussé dans le catalogue de promotion. Vous avez un catalogue de promotion, il y a 40 produits, on va faire 40 modèles prédictifs. Pour chaque modèle va nous donner la probabilité qu'un produit est acheté. De cette probabilité, on va dériver le gain espéré, et ensuite des gains espérés, on choisit le top 5, et ce sera nos recommandations. Donc vous voyez, c'est un calcul assez volumineux puisqu'il implique de faire 40 modèles prédictifs sur une volumétrie de l'ordre du milliard de lignes. En gros, c'est le genre de truc que vous attendez, si vous avez des attentes normales, ça devrait tourner en l'espace de la journée et c'est des projets qui durent, si vous demandez ça à votre équipe de data scientists, c'est des projets qui vont durer de l'ordre de 2 semaines, voire 3 semaines ou le mois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, pendant que j'étais en train de vous parler, le petit outil, là, je l'avais lancé, et vous avez pu voir qu'il y a eu à un certain moment des petites illustrations qui sont apparues, comme celle-ci. En fait, j'ai complexifié encore un peu la tâche parce que je trouvais que c'était pas encore assez dur, et j'ai demandé, en plus de construire les 40 modèles prédictifs, j'ai demandé à mon outil de faire une segmentation marché et de couper ma base de clients en 2 segments. Et vous voyez les 2 segments ici présents. Et j'ai ensuite fait 40 modèles prédictifs, mais par segment. En fait, j'en ai 80 là.
Et le temps de calcul global, on va aller le voir dans Anatella. Voilà, il est ici. Voilà. C'était de l'ordre de 5 minutes, on va dire, 4.7. Donc voilà, j'espère qu'avec cette petite démonstration de la puissance de l'outil, de la créativité que vous pouvez avoir, ça vous aura donné envie. Alors maintenant, on distribue des clés USB, on répond à toutes vos questions sur notre stand. Vous pouvez utiliser l'outil en démo, on peut venir faire des démos chez vous. Ce que je vous invite à faire, si vous avez un complément d'information et que vous n'avez pas le temps de passer au stand, vous pouvez toujours aller visiter notre site web, timi.eu. Mais je vous invite vraiment à venir nous voir. Voilà. En plus, si vous venez nous voir, vous faites vivre une société européenne avec des valeurs fondamentales européennes qu'on partage tous, enfin je l'espère, donc le respect de la confidentialité des gens et tout ça, toutes ces valeurs sont inscrites dans nos outils, parce qu'on est européens, on est les seuls européens ici à faire ça, et voilà. Bon, un tout grand merci de m'avoir écouté.